Et le débat sur le contrôle des armes à feu a aussi trouvé écho un peu partout au pays sur la route électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel d'Est en Ouest, Stéphanie, Roger et Frédéric. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric, je vais commencer avec vous. On en a beaucoup parlé là, depuis le début de l'émission. La volte-face d'Erin O'Toole au sujet de l'interdiction des armes d'assaut, ça fait couler beaucoup d'encre. Comment est-ce que c'est reçu en Alberta auprès de la base plus à droite du Parti conservateur? Ce n'est pas nécessairement bien accueilli parce qu'on sait que c'est une question de contrôle des armes à feu qui est chère aux conservateurs et qui était chère aux conservateurs sous Stephen Harper. Et donc, ça a souvent créé des débats à l'intérieur de la grande famille conservatrice jusqu'à quel point on pouvait resserrer le contrôle des armes à feu. On vient de voir d'ailleurs l'Alberta nommer son propre contrôleur des armes à feu récemment. Donc, c'est certain que cette question-là il y a un potentiel de division qui pourrait miner un peu la campagne conservatrice parce que, précisément, Erin O'Toole a l'air ici d'avoir une sorte de double discours et les candidats conservateurs de l'Ouest risquent d'être dans une position inconfortable, surtout à la suite du débat en anglais, en présumant que cette question-là fasse surface aussi au débat en anglais. Oui, c'est ça. Stéphanie, du côté de Toronto, on sait que la région est aux prises avec un grave problème de fusillade. Aujourd'hui, au Québec, les maires ont fait une sortie pour demander un meilleur contrôle, autant des armes d'assaut que des armes de poing. Est-ce que c'est un débat qui pourrait nuire aussi aux conservateurs dans le Grand Toronto? Bien, évidemment, c'est une question qui clive beaucoup entre l'électorat urbain et l'électorat rural. Et le Grand Toronto ne fait pas exemption à ça. Évidemment, cette année tout particulièrement, il y a eu plusieurs fusillades déjà à Toronto. Et il y a toujours la fusillade sur la rue Danforth là, qui a marqué les esprits des Torontois. Dans la perspective où Erin O'Toole comptait beaucoup sur des gains dans le 905, dans la couronne de Toronto, là où il y a notamment un problème de gang de rue, son double discours, comme on l'a dit, sur la question des armes à feu pourrait effectivement lui coûter des appuis parmi les gens qui se posaient encore la question là, entre libéraux, conservateurs et néo-démocrates. Oui. Roger, en Atlantique, une fusillade qui a aussi marqué les esprits, c'est celle de Portapique qui avait fait 22 morts au mois d'avril 2020. Est-ce que ce débat sur les armes à feu, ça pourrait venir aider les libéraux en Nouvelle-Écosse? Ben, comme le disait Stéphanie, il y a vraiment une coupure rurale-urbaine. Et dans l'Atlantique, il y a beaucoup de circonscriptions rurales où les conservateurs sont favoris. Et ces circonscriptions-là, il y a beaucoup de chasseurs, donc les gens sont plutôt pour les armes à feu. Alors que dans les grandes villes comme Halifax, les conservateurs sont en troisième place. Je regarde les derniers sondages. C'est une lutte entre les libéraux et le NPD dans les régions urbaines. Donc, je dirais que cette question des armes à feu ne devrait pas nuire aux conservateurs tellement en Atlantique parce que sa base est beaucoup rurale. Oui. Donc, on verra effectivement. Ça fait le tour là, de ce sur quoi je voulais vous entendre concernant le dossier des armes à feu. Stéphanie, je veux revenir avec vous sur la visite du chef libéral à London hier. Encore une fois, Justin Trudeau a été poursuivi par des manifestants. Et plusieurs de ces manifestants portaient un chandail à l'effigie du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Il y a même une candidate du Parti populaire, Chelsea Hillier, qui était sur place au moment des faits. Est-ce que le PPC, le Parti populaire du Canada, est en train de prendre de la place dans la campagne électorale en Ontario? Est-ce qu'on peut en déduire ça? Écoutez, en Ontario, selon les derniers sondages que j'ai consultés, le Parti populaire serait à peu près à 11% du vote. Et d'ailleurs, c'est pas anodin là, que la petite avance que les conservateurs avaient en Ontario la semaine dernière s'est effacée. Donc, on a l'impression qu'il y a en effet là, un glissement parmi les sondeurs des conservateurs vers le Parti populaire. L'enjeu des armes à feu a peut-être quelque chose à y voir. Le resserrement du discours sur la vaccination d'Erin O'Toole dans la dernière semaine aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et comme on le voit, là, c'est une frange de l'électorat
qui reste minoritaire, mais qui est très vocal et qui se fait sentir sur la route de la campagne auprès du premier ministre, comme on l'a vu avec les événements assez malheureux d'hier soir. Oui, une tranche de l'électorat, disons, qui est plutôt bruyante. Roger, dans les Maritimes, on assiste à une montée dans les sondages du NPD, du Parti conservateur. Le chef du NPD, M. Singh, s'est d'ailleurs rendu en visite à Terre-Neuve en fin de semaine. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le 20 septembre? Bien, on avait en Atlantique une forteresse libérale. Il faut se rappeler qu'en 2015, ils avaient remporté les 32 circonscriptions. Ils avaient remporté la très grande majorité lors des élections de 2019. Et cette fois-ci, les différents sondages, on va voir comment évolue la campagne. Mais à ce stade-ci, les sondages montrent une montée très intéressante du NPD qui dépasse la barre des 20 et également une montée des conservateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le NPD va reprendre certainement un siège, va garder son siège dans Saint-Jean-Est, peut gagner un siège dans le Labrador. Le NPD peut très bien faire dans la grande région d'Halifax, aller chercher quelques circonscriptions, surtout celle d'Halifax et environnant. Et les conservateurs, eux, peuvent faire des gains en Nouvelle-Écosse, beaucoup dans les régions rurales, comme je l'ai mentionné. Un gain possible à Edmond à l'île du Prince-Édouard. Et également, le Nouveau-Brunswick, il y a des luttes serrées dans 3 circonscriptions détenues par les libéraux, Miramichi, Saint-Jean et Fredericton. Et c'est très, très intéressant de voir ces luttes. Et les conservateurs pourraient passer à travers. Pourquoi? Parce qu'on a une division du vote du centre vers la gauche, en les Verts, le NPD et les libéraux vont chercher beaucoup de votes. Et le candidat conservateur, comme dans Fredericton, peut se glisser et remporter le siège avec une trentaine de pourcents de votes. Oui. Donc, vraiment, en Atlantique, des luttes qui vont être très intéressantes à surveiller le soir du 20 septembre. Pendant ce temps-là, Frédéric, on assiste aussi à une montée du NPD en Alberta et en Colombie-Britannique. À quel point ça pourrait venir brouiller les cartes de cette campagne électorale, en fait, le 20 septembre, selon vous? Oui, surtout du côté de la Colombie-Britannique. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans les 4 provinces de l'Ouest, les libéraux sont en train de passer en 3e position un peu partout, dépassés par les néo-démocrates qui sont en 2e position, des fois, avec pas une très grande avance comme c'est le cas en Alberta, mais c'est quand même significatif de cet attrait pour les néo-démocrates et notamment chez les électeurs les plus jeunes ou les électeurs qui reprochent, notamment du côté de la Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver, qui reproche encore aux libéraux l'achat du Trans Mountain. Et donc, dans ce contexte-là, ça pourrait donner des ouvertures aux néo-démocrates du côté de Vancouver et de sa grande région, et peut-être même quelques gains aussi du côté du Manitoba. Mais chose certaine, ça complique énormément la tâche des libéraux parce que autant la critique de Erin O'Toole, par exemple, par rapport au contrôle des armes à feu peut-être être efficace, mais ça ne veut pas dire que c'est les libéraux qui vont en bénéficier. Ça pourrait être les néo-démocrates. Donc, c'est là où Justin Trudeau, dans les débats à venir, aura peut-être un problème à savoir qui attaquer, à savoir sa droite ou sa gauche. Oui. Bon, parlant des débats, Frédéric, on sait que c'est le débat des chefs en français demain. Je vais terminer là-dessus. Je veux vous entendre rapidement, chacun d'entre vous. Le dossier des langues officielles a plutôt été absent, je dirais, de la campagne électorale jusqu'à maintenant. Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'on va en traiter demain? Vous vous attendez à quoi? J'espère qu'on va en traiter parce que dans le face-à-face de TVA, ça a été vraiment une note de bas de page, la question des langues officielles. Donc, on sait que l'enjeu de l'éducation postsecondaire, c'est un enjeu qui marque les langues officielles cette année, avec notamment la crise à Sudbury. Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir capitaliser là-dessus pour aller inciter une partie de l'électorat franco-canadien. Le Bloc québécois a toujours la possibilité de ramener la question de la loi 96 sur le tapis, évidemment, et les 3 partis majeurs ont tous dans leur plateforme actuellement une promesse de moderniser la loi sur les langues officielles, avec quelques petits détails qui sont différents entre l'une et l'autre plateforme. Donc, on espère les entendre là-dessus demain. Oui, Roger, en quelques secondes, vous vous attendez à quoi? J'espère qu'on va en parler aussi, mais la bonne nouvelle, c'est dans les plateformes de tous les partis, surtout les 2 principaux partis.